Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 27 janvier et à la une de cette édition, le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental ont organisé ce matin un point presse avec pour thème la prochaine programmation européenne 2021-2027. L'occasion de faire le bilan de la programmation en cours qui se terminera fin 2020. Un bilan très satisfaisant selon le préfet, même s'il reste encore 45 millions d'euros à dépenser. Concernant la prochaine programmation, si le conseil départemental s'est vu refuser l'autorité de gestion, le préfet a annoncé vouloir travailler main dans la main avec le département. Au montage, Leslie Bumenet. Selon le préfet, le taux de consommation de certaines enveloppes des fonds européens à Mayotte est parfois supérieur au taux national. L'objectif reste néanmoins d'atteindre les 100% d'ici la fin de l'année, alors qu'il reste environ 45 millions d'euros à dépenser. En attendant, l'État se projette déjà sur la future programmation qui revêt un caractère ô combien capital pour l'île. Les enjeux de cette programmation qui va s'ouvrir à la fin de l'année, c'est d'accompagner le contrat de convergence que l'État et le conseil départemental portent ensemble. Et puis c'est surtout d'entrer dans le cadre de la politique de l'Union européenne pour permettre le développement de Mayotte. Donc nous avons, avec le conseil départemental, dans un partenariat de mon point de vue assez remarquable, puisque nous sommes d'accord sur tous les points, nous allons organiser une concertation avec les socioprofessionnels, avec les collectivités, que nous allons co-présider, le président du conseil départemental et moi-même, de façon à faire émerger les lignes structurantes qui peuvent s'inscrire dans la politique de l'Union européenne et qui peuvent concourir au développement de Mayotte. Le préfet souhaite travailler main dans la main avec le conseil départemental pour élaborer les futurs grands projets de la programmation 2021-2027. De son côté, le département a délibéré afin de récupérer l'autorité pleine et entière de ces fonds qu'il continue de réclamer. Pour l'instant, par rapport au prochain encore, il y a certains programmes qui sont recentralisés, qui vont être gérés directement au niveau national. Et ici, on a le FEDER qui sera géré régionalement, ici à Mayotte. Et comme vous le savez, nous sommes demandeurs de cette autorité de gestion, je l'ai dit, puisque l'Assemblée a délibéré dans ce sens-là. Nous sommes demandeurs, nous continuons, mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à travailler sur la fin de cette programmation. Ensuite, pour pouvoir mieux appréhender la prochaine programmation. Mais nous sommes aux demandeurs d'autorité de gestion. Si le gouvernement a décidé que l'autorité de gestion ne serait pas confiée au département, une réflexion est en cours pour que les fonds de coopération régionale Interreg reviennent au CD, une sorte de test grandeur nature avant de pouvoir prétendre gérer l'intégralité des enveloppes. C'est pas un test, c'est une phase pour entrer dans la responsabilité. Ce que nous proposons, c'est que effectivement le conseil départemental soit autorité de gestion sur Interreg. C'est une façon pour lui, concrètement, d'assumer la responsabilité du fonds. Mais au-delà, comme je le disais tout à l'heure, il y a un vrai partenariat qui est noué entre l'État et le conseil départemental pour nous permettre de cheminer ensemble vers l'exécution du prochain programme. Nous savons faire. En tout cas, c'est ce que j'ai dit aux agents du département. Nous savons faire. Mais pour l'instant, nous n'avons pas, su, en tout cas collectivement, animer le fonds de coopération Mayotte-Comore-Madagascar. Et donc, nous allons nous y mettre. Nous disons que c'est un outil très important pour Mayotte, notamment par rapport à notre cadre stratégique. À noter que si le chiffre est encore en cours de négociation, le montant pour la programmation 2021-2027 pourrait atteindre les 450 millions d'euros, soit une hausse de 33% à Mayotte. Et depuis plusieurs semaines, des salariés de EDM sont en grève. Le 2 décembre dernier, la CGTMA avait suivi l'appel à la grève générale contre la réforme des retraites. En plus des revendications nationales, le syndicat demandait la reprise de toute l'ancienneté de service à EDM, l'ouverture de négociations sur une prime de départ à la retraite, ainsi que la reprise de EDM par EDF. Depuis, l'intersyndicale de EDM a déposé un préavis de grève reconductible à compter de ce jour avec un durcissement du mouvement.
Écoutons plutôt Salim Naouda au micro de Paul Arthur Avit. Il faut comprendre que EDM, depuis toujours, nos élus, ils avaient demandé que ce soit EDF qui intervient à Mayotte. Ça n'a pas été le cas depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, il y a un actionnaire qui sort. Les élus qui siègent au conseil de surveillance, ils ont caché à l'ensemble de la population, aux salariés d'EDM, cette sortie pour que nous puissions demander que ce soit EDF qui reprend EDM. Et puis, il n'y a pas que ça. Pourquoi nous demandons ça? Parce qu'il y a une discrimination énorme en matière de gestion des ressources humaines dans cette entreprise. Il y a une pression permanente que subissent les salariés que nous sommes en train de condamner aujourd'hui. Environnement dans votre 19h. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le directeur du parc naturel marin de Mayotte. L'occasion de revenir sur le dernier conseil de gestion et sur la démarche pour créer une réserve de biosphère UNESCO à Mayotte. L'occasion également d'évoquer des projets qui peuvent avoir un impact sur l'environnement, à l'instar de Caribus ou encore de la piste longue. Pour le directeur du parc, il n'est pas question de freiner le développement de Mayotte, même si certaines règles doivent être respectées. Au montage, Leslie Vumenet. Le 16 janvier dernier, le parc naturel marin de Mayotte organisait son conseil de gestion. Parmi les sujets à l'ordre du jour, le lancement d'une préétude de faisabilité d'une réserve de biosphère UNESCO à Mayotte. Une réserve de biosphère, c'est des hommes dans un écosystème. Vous n'êtes pas sur une inscription au patrimoine mondial, c'est une autre liste. Vous êtes vraiment, vous prenez une zone où il y a aussi peu que possible de pression humaine. Ouais. Les gens se réunissent, décident de la manière dont ils veulent travailler tout en préservant l'environnement. Ils vont écrire la manière dont ils veulent travailler, les activités qu'ils veulent privilégier, celles dont ils ne veulent pas. Ils vont écrire tout ça. Il y a des experts de l'UNESCO qui vont venir expertiser tout ça pour voir si ça correspond avec, la protection du lagon. Et si tout ça fonctionne, l'UNESCO va accepter d'inscrire tout ou partie du lagon et de la terre, parce que c'est aussi une partie terrestre du lagon donc de Mayotte, sur cette liste des réserves de biosphère. Autre sujet abordé lors de ce conseil de gestion et non des moindres, l'avis du parc naturel marin sur le projet Caribus. Un avis positif, malgré l'impact réel de ce chantier sur la mangrove à Kawini. Remplacer des voitures par des bus, c'est quand même, pour les gens qui se déplacent, ça peut être intéressant, mais aussi en termes d'environnement, voilà, c'est moins d'essence qu'on brûle, c'est moins de pollution. Mais donc, on va quand même bouffer un demi-hectare de mangrove. Voilà, donc ça a quand même des impacts. Ouais. Donc si l'avis est favorable, après il y a une démarche quand vous faites des projets. Ouais. Qui concernent l'environnement. D'abord, vous devez essayer d'éviter au maximum d'avoir un impact. Ouais. Donc, le conseil de gestion du parc marin, il a regardé si effectivement il n'y avait pas d'autres solutions. Ouais. Objectivement, c'est vrai que c'est un peu compliqué de passer ailleurs. De contournement. Voilà. Bon. Ouais. Ensuite, une fois que vous pouvez pas, si vous pouvez pas l'éviter, vous devez essayer de réduire. C'est-à-dire, si vous êtes obligé de couper de la mangrove, vous essayez d'en couper le moins possible. Ouais. Donc c'est là où le parc marin il a pu donner quelques avis, quelques conseils aux services instructeurs en disant il y a peut-être des endroits où on pourrait en enlever un peu moins, mais enfin ça remet pas le projet en cause. Sûr. Le projet il reste cohérent, il reste valable. Les projets impactant l'environnement doivent notamment prévoir des mesures compensatoires telles que par exemple la replantation de mangroves. Autre grand projet sur lequel l'avis du parc marin est très attendu dans les prochains mois, la piste longue. D'abord on n'a pas eu de dossier, donc on ne s'est pas positionné. Ensuite, quand on sera interrogé si on l'est, on appliquera la même méthode, c'est-à-dire est-ce qu'on peut éviter, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire la piste ailleurs. Voilà, le dossier nous dira. J'ai cru comprendre que c'était compliqué de la faire ailleurs. Si on ne peut pas la faire ailleurs, on regardera, est-ce qu'on réduit son impact au maximum? C'est-à-dire, est-ce que dans les travaux, on va essayer de mettre le moins de remblais possible? Est-ce qu'on va essayer de faire le mieux possible, en fait? Et l'impact qu'il y aura eu, est-ce qu'on va le compenser ailleurs en remettant en valeur de la mangrove ailleurs, du récif à côté, en travaillant sur des espèces? Voilà. Si cette démarche-là, elle est respectée, le parc marin se positionnera. Voilà. Après, l'intérêt général, tout le monde comprend l'intérêt général. Selon Christophe Fonfred, le parc marin possède 3 mots-clés, respecter, réduire et compenser. Nul doute que l'institution aura un rôle très important à jouer dans les prochains mois dans l'élaboration des grands projets du contrat de convergence et de transformation.
Politique maintenant. Comme évoqué ces dernières semaines, la liste du candidat Mamoudzou Bakar Ali Boto a de quoi surprendre. Ce matin, nous recevions ces deux colistiers, l'une ancienne candidate du parti La France Insoumise aux législatives, l'autre membre du Rassemblement National. Une alliance de raison selon les principaux intéressés qui considèrent que la liste du peuple d'abord dépasse les simples clivages politiques. Je vous propose de les écouter lors de la matinale de Kwesi. On n'a pas parlé d'alliance entre le Rassemblement national et la France insoumise. Ouais. Je suis partie de mon propre chef, non en tant qu'alliance avec le Rassemblement national. Il n'y a pas donc d'alliance de parti ou de mouvement politique. C'est moi en tant que Christine, Ouais. sans étiquette, qui m'engage du fait que d'une part, il n'y a pas de liste insoumise qui a été élaborée sur Mamoudzou, et de deux, ce que je regarde avant tout, c'est l'intérêt collectif, c'est pouvoir émanciper Mamoudzou pour en faire une véritable capitale. Les enjeux sont énormes, les besoins sont énormes, et donc il y a urgence. C'est vrai, à Mamoudzou, on avait plus de 40%. Plus de 40%. Et Bakar, il était là à essayer. Il nous a demandé est-ce qu'on peut abandonner les 40% de la population de Mamoudzou à côté. Est-ce qu'on peut abandonner cette population, plus de 75% de la population qui vit au seuil de la pauvreté, dont on sait que la France insoumise, dont on sait que Christine était là à pouvoir suivre, qui connaît mieux cette population que quiconque. Mais- Donc Bakar a essayé de rassembler de part et d'autre. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Amir Ali, écrivain, auteur de l'ouvrage Entre le marteau et l'enclume. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors avant de parler justement de cet ouvrage, Entre le marteau et l'enclume, on va parler du premier ouvrage que vous aviez écrit, Dialogue de sourds. Il est sorti en juin 2019, donc Oui, vous n'avez c'est pas ça. chômé, puisque vous enchaînez les ouvrages. Parlons de ce premier ouvrage, Dialogue de sourds. De quoi était-il question ? Dans Dialogue de sourds, je l'ai écrit avec un camarade, un copain. Et là-dedans, on a traité du thème de l'égocentrisme de l'homme. Donc, dans ce premier livre, on voulait montrer à chacun que l'homme, avec un grand H, est très dangereux au fond de lui-même. Donc, chacun doit se poser des questions sur ce qu'il fait, sur sa pensée. Et ça permettrait un peu de réduire un peu tout ce qui est conflit, inégalité, voilà, dans la société. C'était un peu l'objectif. Justement, la société, c'est ce qui vous intéresse. Vous écrivez sur la société. On va revenir entre le marteau et l'enclume. Déjà, parlez-nous un petit peu de vous. Vous avez un parcours un peu singulier. Vous avez été licencié en sociologie. Vous avez travaillé en tant que journaliste. Vous êtes aujourd'hui enseignant. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Vous avez toujours eu cette envie d'écrire, de poser des choses sur le papier ? C'est depuis que j'ai été à Métropole, à Toulouse, que Vous avez étudié à l'Université du Mirail à Toulouse. Exactement, à Toulouse. Et donc, il y a eu un copain camerounais qui m'a dit que je dois écrire. Alors que moi-même, au début, je ne faisais que lire quelques auteurs que j'ai toujours adorés. Mais lui, il Vous êtes m'a un dit... passionné de littérature ? Oui, depuis longtemps. Mais lorsque j'étais au collège et au lycée, je ne lisais pas beaucoup de livres. Mais c'est après où j'ai eu le goût de la littérature. Et c'est à partir de là où l'ancien étudiant m'a poussé. Et là, j'ai commencé à écrire quelques poèmes. Et d'ailleurs, j'en ai perdu beaucoup parce que j'écris beaucoup de poèmes, mais j'en ai gardé certains. J'en ai perdu beaucoup. Et puis, voilà, j'ai commencé à écrire lentement, mais ce n'était pas encore sérieux à ce moment-là. Ça a été justement difficile, ce cheminement pour arriver à être publié. Aujourd'hui, vous êtes publié, notamment par les éditions Saint-Honoré à Paris. C'est une véritable reconnaissance, ça. On imagine que c'est une fierté pour vous. Bien sûr, c'est une fierté, parce que justement, entre le premier livre que j'ai écrit, qui est publié en juin 2019, il y a à peine 6 mois, effectivement. Donc, lorsque j'ai eu la réponse, c'était au mois de février, comme quoi le livre allait être édité. À partir de là, j'avais déjà l'idée de ce livre en tête. Donc, j'ai écrit ça de février au mois de juin. J'ai enchaîné. D'accord, vous avez enchaîné. On va justement y venir sur ce livre, Entre le marteau
Et on suit l'histoire d'une jeune fille de 17 ans, Faina, qui rêve justement de partir, comme vous l'avez fait, en métropole pour suivre ses études, pour accéder à l'Occident, quelque part. Elle vit dans une famille où c'est compliqué. On est vraiment dans un livre que j'ai pu lire sur la société. On est sur l'île de Taïom, qui fait beaucoup penser, on en parlera à Mayotte, avec une pression familiale forte, et notamment de la part de Netouache, qui est son beau-père, qui la martyrise. Comment vous est venue l'idée de ce livre-là? Au départ, l'idée, le titre était différent. Au départ, le titre était L'enfer au paradis. Parce que c'était toujours sur une jeune fille qui n'arrivait pas à vivre dans sa propre île et qui croyait qu'en partant de là, en allant vivre là-bas en Occident, que tout allait mieux. Mais au contraire, il allait se rendre compte que partout dans le monde, la vie n'est pas aussi meilleure qu'il le croit. C'était ça l'idée de départ. Là, finalement, vous êtes concentré sur Taïom, qui est Mayotte, puisque effectivement, à l'envers, c'est Mayotte. C'est de ça que vous êtes inspiré, de votre île? Oui, ça m'a inspiré, mais je ne pouvais pas... les noms qui sont là-dedans, j'ai cherché des noms originaux, et puis j'ai voulu créer un monde à moi. Comme ça me permettait d'être évasif, d'être créatif, parce que c'est mon propre monde. Parce que si je disais Mayotte, je serais obligé de ne caricaturer que l'existant. Mais vous êtes quand même inspiré, on le sent en parcourant le livre au fur et à mesure. On sent des histoires vécues qui peuvent arriver à Mayotte, et on le sait notamment cette pression familiale, parce que finalement elle fugue à plusieurs reprises, elle n'ose pas dire ce qui lui arrive, et justement ce que lui fait vivre son beau-père. Cette pression-là, elle existe dans la société mahoraise aujourd'hui. C'est de ça dont vous êtes inspiré? Elle existe parce que là-dedans, il y a une critique à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est un père qui est parti de la maison. Et la fille a complètement perdu de nouvelles de son père. Le père n'appelle jamais. Elle a été désorientée d'ailleurs par ça. Exactement. À chaque fois, elle se dit, si le père était là, ça aurait été mieux. À chaque fois, elle se répète ça. Donc c'est une critique envers les pères qui partent sans prendre des nouvelles de leurs enfants. La deuxième critique, c'est à l'égard du beau-père, celui qui arrive. Parce que, normalement, c'est sa fille, même si elle ne vient pas de son corps. Et il la traite complètement différemment, justement. Complètement différemment, parce qu'il est complexé par la fille, par les qualités naturelles, intellectuelles de la fille. Donc, comme elle n'est pas la sienne, l'homme la maltraite. Il a un comportement très difficile. Mais à travers ça, j'ai voulu aussi un peu poser une question, ou bien faire poser une question au lecteur. Parce que dans tout ça, il y a la maman. La maman se veut musulmane. Et qui dit musulmane dit dévouée à son mari. En tout cas, ce sont les préceptes de l'islam qui le disent. Donc, la question, que doit faire une maman qui veut à tout prix écouter son mari, mais lorsque son mari est dénué de bon sens? Elle est tiraillée d'ailleurs, la maman, par rapport à ça, parce qu'effectivement, elle voit bien sa fille, elle sent bien tout au long de l'ouvrage que ça ne va pas entre sa fille et son beau-père, mais elle n'a pas le courage finalement. C'est aussi ça, cette notion de courage, d'aller à l'encontre de son mari et de lui dire stop, il y a effectivement... Tu es mon mari, mais il y a aussi ma fille, elle a des projets, et elle doit effectivement aller au bout de ses rêves, parce que c'est aussi ça, il y a cette notion de rêve où elle veut s'évader, partir. Et justement, en fait, elle est tiraillée, mais le problème, elle ne peut pas hausser le ton au-dessus de son mari, parce qu'elle veut rester une femme exemplaire. Donc finalement, elle se réfugie autour de ses larmes à chaque fois, parce que sa fille restera toujours sa fille. Donc elle n'arrive pas à faire le pas et à dire ce qu'elle pense exactement par rapport à son mari. Et ce qui fait que l'énigme va jusqu'au bout du roman. Alors justement, sans dévoiler l'énigme, juste un mot sur certaines scènes qui sont des scènes difficiles, dures, notamment quand la jeune fille fugue parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle est martyrisée. Comment on écrit ça?
parce que quand on lit, c'est difficile. Quand vous écrivez aussi ces lignes-là, pour vous, c'est compliqué à écrire. Comment on arrive à écrire ces passages-là qui sont des passages difficiles, qui aussi sont les passages les plus captivants. Comment ça se passe l'écriture de ces scènes-là? Là, on a l'affaire d'une jeune fille qui fugue, mais par rapport à mon expérience de vie, j'ai entendu des filles qui pleuraient, qui ont beaucoup pleuré à cause de scènes, pas forcément les mêmes, mais ils ont beaucoup versé de larmes. Donc pour moi, les scènes que j'ai mises dans cette histoire-là symbolisent un peu l'histoire que vivent certaines jeunes filles dans l'île d'ailleurs, dans Mayotte. Donc après, moi, c'est ma plume qui est allée tout seul. Il y a un moment, je ne savais même pas comment aller finir l'histoire. Donc au fil de l'écriture, c'est là où se décidait tout simplement ma plume, là où elle se dirigeait, et moi je la suivais. Amir Ali, je vous propose de montrer justement le livre Entre le marteau et l'enclume, soulevez-le un petit peu, donc qui est disponible aux éditions Saint-Honoré. Il est disponible à Mayotte, justement, à la Maison des Livres. En ce moment, le livre est disponible à la librairie de Chirongui, au fil du Calam. Et puis, je pense qu'il y a Passamainti et à la Maison des Livres aussi, ils l'ont commandé. Pour ceux qui veulent lire et savoir ce qui se passe dedans, je vous invite à y aller. Effectivement, on vous invite à le découvrir. Ça s'appelle Entre le marteau et l'enclume et c'est écrit par vous, Amir Ali. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on vous réinvitera justement à l'occasion d'un prochain ouvrage. Et pour parler aussi de ce premier ouvrage très intéressant, Dialogue de sourds. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la plateforme SIDA Info Service ou encore le CODAF qui s'attaque au chantier du BTP. Au montage, Leslie Vumenet. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, et Gérard Desbordes, président de l'association SIDA Info Service, SIS, ont signé une convention pour la création d'une plateforme téléphonique et numérique qui sera opérationnelle au deuxième semestre 2020. Objectif, lutter contre le fléau du VIH en Outre-mer. La création de cette plateforme doit ainsi permettre de réduire les inégalités d'accès à l'information et à la prévention en matière de santé sexuelle et plus particulièrement sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles. Cette plateforme ouverte 7 jours sur 7 permettra de prendre le relais de la plateforme nationale et de faire bénéficier aux ultramarins sur une plage horaire plus étendue d'un accès aux services téléphoniques et numériques du SIS. La plateforme SIDA Info Service va donc étendre ses plages horaires d'accueil à Mayotte. A noter qu'un service de dépistage gratuit est disponible au dispensaire Jacaranda à Mamoudzou. Selon la préfecture, l'année 2020 va connaître l'ouverture d'un nombre croissant de chantiers de construction. Dans le cadre du plan d'action décidé au sein du comité opérationnel départemental antifraude, CODAF, les chantiers du BTP font partie des secteurs prioritairement ciblés en 2020. Une première action a eu lieu jeudi 23 janvier dernier. Dans la matinée, 4 chantiers ont pu être contrôlés à Mamoudzou, au sein desquels plusieurs ouvriers n'étaient pas déclarés et certains étaient en situation irrégulière sur le territoire. Les employeurs des ouvriers concernés seront entendus et feront l'objet de poursuites. Le CODAF de Mayotte rappelle aux entreprises et aux particuliers que l'embauche du personnel sur les chantiers nécessite notamment d'établir des déclarations préalables à l'embauche auprès de la CSSM. Les contrôles relatifs au travail dissimulé sous toutes ses formes vont se poursuivre et s'intensifier sur tous les chantiers au cours de l'année. Dans sa dernière séance de l'année, l'Assemblée départementale a confié à la conseillère départementale de Pamandzi, Sohaira El Haddad, un mandat dans le développement du sport de haut niveau et de la culture avec la mise en place de l'Institut des langues et des civilisations. Cette mission consistera d'abord en l'élaboration d'un état des lieux général de la stratégie déployée pour parvenir à l'excellence sportive en formulant des propositions susceptibles d'améliorer l'accompagnement des sportifs inscrits dans un parcours professionnel ou de sport de haut niveau, mais aussi en promouvant la formation d'encadrants qualifiés. Lors de ses vœux, le président du conseil départemental a annoncé le lancement, dès cette année, du concours de maîtrise d'œuvre portant sur 13 projets structurants pour le territoire avec un coût global avoisinant les 212 millions d'euros. Ces 2 équipements en font partie. On termine avec du sport et plus précisément du kickboxing. Victor Rakoto Harimalala, ancien détenteur du titre de champion de kickboxing de Mayotte en moins de 75 kg, a été détrôné ce week-end. Face à lui, Martin Boisson a joué des pieds et des poings pour décrocher le titre. Nous avons pu participer à cette grande journée de combat au gymnase de Cavani. Retour en images sur ce combat avec Paul Arthur Avit.
À son premier combat sur le territoire, Martin Boisson devient champion de Mayotte. Son adversaire Victor Rakotoari Malala, qui avait pourtant emmené Mayotte en demi-finale au national l'année dernière, s'est fait surprendre par la technique de son rival. On va dire qu'il m'a surpris parce qu'il m'a boxé sur mon vrai style. Mais l'année dernière, ce style, il m'a ramené jusqu'en demi. Et après, je manquais d'énergie pour perdre 2 points contre le champion de France. Du coup, je me suis dit cette année que je vais la jouer tactique dès le début. Et il m'a pris à mon propre style agressif et puissant. Donc peut-être que mon manque d'expérience dans ce style-là a fait que lui, ça n'est bien accaparé. Il a fait un très bon combat. Donc il a misé sur l'anglaise et il a eu l'agressivité. Une agressivité qui a conduit Victor Rakotoari Malala à chuter plusieurs fois sous les coups de son adversaire. À l'issue des 3 rounds, Martin Boisson décroche le titre au point. Là, j'ai fait mon anglaise, c'est ma grosse base. Le pied-point, j'ai commencé il n'y a pas super longtemps. Du coup, voilà, on fait ce qu'on a et on s'entraîne, pas pour rester le meilleur à l'entraînement, pour aller plus loin et voilà. Un nouveau champion qui portera Mayotte en championnat de France. Le kickboxing plaît de plus en plus sur Mayotte à l'image du public venu nombreux pour soutenir les combattants. Un attrait qui attire de plus en plus de monde dans les clubs. Avec ce genre d'événements, d'organisation des championnats, de galas qu'on a fait comme l'année dernière, je pense que ça va évoluer petit à petit, progressivement. Les gens commencent à voir de la boxe à Mayotte, donc les gens commencent à s'intéresser, forcément qu'on aura plus de licenciés. Du 6 au 8 mars prochain se dérouleront les championnats de France de kickboxing. Martin Boisson représentera donc l'île aux Lagons à Asnières, en région parisienne. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.